Mon mari, le PDG, m'a soudainement porté un intérêt inhabituel en m'apportant un petit déjeuner élaboré. Mais comme je souffrais de terribles nausées matinales, je l'ai donné à sa secrétaire personnelle. 1 heure plus tard, un cri a glacé le sang a déchiré le bureau. J'ai couru pour voir ce qui se passait et je me suis figé sur place. Ce matin-là, j'étais arrivé au bureau tôt, comme d'habitude. La lumière du soleil matinal filtrait à travers les baies vitrées, illuminant les épais classeurs de rapports sur mon bureau en acajou. Je venais à peine de m'asseoir avec l'intention d'examiner quelques bilans lorsque la porte de mon bureau s'est ouverte brusquement. Thomas est entré, portant une boîte repas isotherme bleu pâle, un modèle haut de gamme que je n'avais jamais vu dans notre cuisine. Le plus surprenant était le sourire radieux qu'il arborait, un sourire chaleureux et étrangement familier que je n'avais pas vu depuis longtemps. Il a posé le récipient sur mon bureau avec un bruit sourd et doux. « Bonjour, ma chérie. Joyeux 3e anniversaire. Je voulais faire quelque chose de spécial pour toi. » Je l'ai regardé, stupéfaite, puis j'ai baissé les yeux vers la boîte. Thomas, l'homme qui était toujours occupé par des réunions sans fin et des voyages d'affaires constants, avait cuisiné lui-même le petit déjeuner pour sa femme aujourd'hui. Il a dévissé le couvercle en expliquant tendrement, « Dernièrement, j'ai remarqué que tu avais l'air pâle, et je sais que le travail te stresse. Je me suis levé bien avant l'aube ce matin pour te mitonner des tripes à la mode de Caen. Ton plat traditionnel préféré, pour t'aider à reprendre des forces. Mange-les pendant qu'elles sont chaudes. » Une vapeur dense s'est élevée, imprégnant l'air de cet arôme piquant et inimitable des tripes, mijotées avec des épices et des poivrons. Si j'avais été la Zoé d'il y a 6 mois, j'aurais probablement été ému aux larmes par ce geste d'attention inhabituel. Mais ironiquement, à ce moment-là, cette odeur est devenue mon pire cauchemar. J'étais secrètement enceinte de 3 mois, et les nausées matinales me torturaient sans pitié. Chaque fois que je sentais quelque chose de fort ou à l'odeur animale prononcée, mon estomac se tordait de spasmes et une vague de nausées me montait à la gorge. J'ai retenu ma respiration, dégluti difficilement et forcé un sourire. Merci, Thomas. C'est très attentionné. Mais en fait, je viens de manger des tartines à la maison. Je suis encore rassasié. Thomas a semblé surpris un instant. Le sourire s'est figé sur ses lèvres avant qu'il ne retrouve rapidement son calme habituel. Il a poussé le récipient vers moi, insistant avec patience, « Des tartines ? Ce n'est rien. Mange un peu de ça pour avoir de l'énergie. J'ai passé toute la matinée à les nettoyer et à les cuisiner. Ne me fais pas ça. » Ces mots semblaient doux, mais ils portaient une pression invisible. J'ai cherché dans ses yeux une lueur de sincérité, mais je n'y ai trouvé qu'une attente calculatrice. Alors que je réfléchissais à la manière de refuser sans le vexer, un coup à la porte m'a sauvé. Clara, la nouvelle secrétaire embauchée il y a 3 mois, est entrée avec une pile de documents. Elle portait une robe crayon moulante qui accentuait ses courbes, et son visage, soigneusement maquillé, dégageait un air de séduction et d'ambition. Elle a posé les documents sur le bureau, a lancé un regard aguicheur à Thomas, puis au plat de tripes, en disant d'une voix mielleuse, « Oh, regardez comme le directeur est attentionné, il apporte de quoi reprendre des forces à Zoé si tôt le matin. Vous avez tellement de chance, Zoé. Avec un mari parfait comme lui, personne ne peut rivaliser. » Thomas l'a complètement ignoré, m'a regardé pour me donner quelques dernières instructions et a quitté le bureau. À cet instant, une idée m'a frappé. J'ai souri et poussé doucement la boîte vers elle, ma voix cachant un sarcasme que personne n'a probablement remarqué à l'époque. Je viens de manger et je suis absolument pleine, et ce serait dommage de gâcher les efforts de Thomas. Clara, as-tu pris ton petit déjeuner? Sinon, mange-le pour moi. Les tripes que Thomas prépare sont délicieuses, et elles sont encore fumantes. Les yeux de Clara se sont écarquillés de surprise, puis son expression a changé pour une jubilation, comme si elle avait gagné au loto. Elle a jeté un coup d'œil à la silhouette de Thomas qui s'éloignait, cherchant une objection. Voyant qu'il ne s'y opposait pas, bien qu'il soit resté silencieux avec une expression légèrement agacée, elle a saisi le récipient avec enthousiasme. D'un ton sucré, elle a dit, « Eh bien, si vous insistez. » Merci beaucoup, Zoé. Je vais tout manger. Je n'en laisserai pas une goutte. Je suis sûr que tout ce que le patron cuisine est un repas divin. J'ai regardé Clara quitter mon bureau, serrant la boîte comme un trésor, et j'ai ressenti un immense soulagement d'avoir échappé à la nausée imminente. J'ai essayé de me concentrer sur le travail, tournant les pages des rapports financiers, mais les chiffres dansaient devant mes yeux et ma tête tournait. Un sentiment de malaise grandissait en moi,
comme le ciel lourd et sombre qui précède un orage. Je me suis versé un verre d'eau tiède et j'ai bu de petites gorgées pour calmer le bébé qui bougeait en moi. 3 ans d'attente, et enfin, le ciel avait eu pitié de moi, m'accordant cette petite vie. Je me suis promis de prendre soin de ma santé et de ne pas laisser les pensées négatives affecter mon enfant. Environ 1 heure plus tard, alors que j'étais absorbé par la frappe, un bruit sourd s'est fait entendre depuis l'espace de travail commun, comme si quelque chose de lourd était tombé par terre. Immédiatement après, un cri a glacé le sang, a déchiré le silence de tout l'étage. Ce n'était pas un cri de peur ordinaire, mais un cri chargé d'une douleur extrême, aiguë et terrifiante. Mon cœur s'est serré. Un mauvais pressentiment m'a envahi. J'ai sursauté et je suis sorti de mon bureau en courant. La scène que j'ai découverte m'a laissé pétrifié. Clara se tordait de douleur par terre, à côté de son bureau. La boîte de tripes était renversée, son contenu éparpillé partout. L'odeur pénétrante du ragoût se mêlait à la puanteur du vomi, créant une odeur insupportable. Clara serrait son ventre très fort. Son beau visage était maintenant défiguré par la douleur, pâle et exsangue. Ses yeux se révulsaient et elle écumait de la bouche tandis que son corps était secoué de convulsions incontrôlables, comme une crise d'épilepsie. Mais ce qui m'a le plus terrifié, c'est que le bas de sa robe beige se tachait lentement d'un rouge cramoisi. C'était du sang frais qui coulait librement, s'imbibant dans la moquette du bureau. Les employés couraient dans tous les sens, paniqués. Des cris et des appels au secours remplissaient l'air. Je suis resté là, les mains et les jambes tremblantes, une boule dans la gorge. Que se passait-il donc? Pourquoi Clara était-elle dans cet état? C'était le plat de tripes que je lui avais donné. La pensée m'a traversé comme un éclair, me glaçant jusqu'aux os. À ce moment précis, la porte du bureau du PDG s'est ouverte violemment. Thomas est sorti en courant avec un air de panique que je ne lui avais jamais vu. Il n'a pas couru pour aider son employé, ni demander ce qui n'allait pas. Il s'est arrêté net à quelques mètres, les yeux écarquillés, fixés sur la mare de sang au sol. J'ai clairement vu l'expression de son visage passer de la stupeur à la peur, puis à une rage démentielle. Il a relevé brusquement la tête et son regard, acéré comme un poignard, s'est verrouillé sur moi. Ce n'était pas le regard d'un mari inquiet de voir sa femme assister à une scène aussi horrible. Ni celui d'un patron ayant pitié de son employé. C'était le regard d'un tueur réalisant que sa proie venait de s'échapper de justesse. Il s'est avancé vers moi et m'a attrapé le bras avec une force qui m'a fait crier de douleur. Il a sifflé entre ses dents, la voix tremblante de fureur contenue, « Que as-tu fait? Pourquoi? Pourquoi elle ?» Cette question illogique et accusatrice a été comme un seau d'eau glacée qui m'a ramené à la réalité. Pourquoi me demandait-il ce que j'avais fait? Pourquoi était-il si déçu que ce soit Clara et non moi qui gisais par terre? J'ai regardé profondément dans les yeux injectés de sang de Thomas et j'ai senti une vérité terrifiante commencer à se révéler. J'ai repoussé sa main d'un coup sec, essayant de garder mon sang-froid, et j'ai répondu d'une voix glaciale, « Ce que j'ai fait? Je lui ai juste donné le plat que tu avais cuisiné. » « À quoi penses-tu, Thomas? T'attendais-tu à ce que ce soit moi, par terre? » Thomas s'est figé, comme s'il réalisait qu'il en avait trop dit. Il a lâché mon bras, a fait un pas en arrière et a passé la main sur son visage pour cacher sa confusion et sa panique. Le son des sirènes d'ambulance a retenti depuis la rue en contrebas, brisant la tension étouffante entre nous. Les ambulanciers sont montés rapidement, ont placé Clara sur une civière et l'ont emmenée en vitesse. Thomas a couru après eux, mais avant d'entrer dans l'ascenseur, il s'est retourné pour me regarder avec des yeux qui distillaient encore la haine et la menace. Il m'a ordonné, « Tu dois venir à l'hôpital, toi aussi. C'est arrivé à cause du ragoût que tu lui as donné. N'essaie pas de fuir tes responsabilités. » J'ai regardé les portes de l'ascenseur se fermer et j'ai ravalé mes larmes. Le mari que j'avais autrefois aimé et en qui j'avais une confiance aveugle s'était révélé être un parfait inconnu, un homme calculateur et maléfique. Ce plat de tripes, si ce n'avait été les nausées, et si je ne l'avais pas donné à Clara, la personne qui serait maintenant allongée dans une mare de sang, ce serait moi, et mon petit bébé aurait partagé mon destin tragique. Une vérité cruelle commençait à prendre forme. Thomas ne voulait pas prendre soin de moi. Il voulait tuer notre enfant, ou peut-être même moi. J'ai serré les poings si fort que mes ongles se sont enfoncés dans mes paumes. J'irai à l'hôpital, non par peur de ces menaces, mais pour voir de mes propres yeux le vrai visage de cet homme. Assise sur la chaise en plastique froid de la salle d'attente, j'ai entrelacé mes mains fermement pour arrêter le tremblement qui parcourait mon corps.
La lumière fluorescente au-dessus de moi se reflétait sur le sol carrelé, créant une sensation de solitude angoissante. Thomas, l'homme avec qui j'avais partagé ma vie pendant 3 ans, faisait les 100 pas devant les portes des urgences comme une bête en cage. Il passait ses mains dans ses cheveux, se rongeait les ongles et me jetait de temps en temps des regards de côté, un mélange de suspicion et de haine, mais n'osait pas s'approcher. En voyant son costume impeccable maintenant froissé, j'ai ressenti une profonde amertume. De quoi cet homme s'inquiétait-il? De la vie de sa petite maîtresse, ou de la peur qu'un sombre secret soit révélé? Finalement, les portes des urgences se sont ouvertes, brisant le silence étouffant. Un médecin d'âge mûr est sorti et a retiré son masque, révélant un visage sérieux et fatigué. Thomas s'est jeté sur lui comme une flèche, la voix brisée par la tension. « Docteur, comment va-t-elle? C'est grave ?» Je me suis levé lentement et me suis approché, essayant de garder une respiration calme. Le médecin nous a regardés tous les deux, son regard s'attardant sur Thomas un instant de plus que la normale avant de rapporter lentement, « La patiente a subi un empoisonnement aigu. Heureusement, elle est arrivée à temps et hors de danger. Cependant, la cause de la grave hémorragie est l'ingestion d'une grande quantité de misoprostol. » Le nom médical m'a fait froncer les sourcils, mais pour Thomas, cela a semblé être un coup dévastateur. Son visage a perdu toute couleur. Ses lèvres bougeaient sans émettre un son. Le médecin a continué d'expliquer d'un ton plus ferme, c'est un médicament utilisé pour provoquer des contractions utérines, soit pour faciliter l'accouchement, soit pour provoquer un avortement. Avec la dose extrêmement élevée que nous avons trouvée dans son contenu gastrique, il est clair qu'il s'agit d'un empoisonnement intentionnel, pas d'une simple intoxication alimentaire. Conformément au protocole, nous avons informé la police. À peine avait-il fini de parler que 2 policiers en uniforme sont apparus au bout du couloir. Ils se sont approchés sérieusement et nous ont demandé de coopérer à l'enquête. À ce moment, Thomas a semblé reprendre ses esprits. Il a essuyé à la hâte des perles de sueur sur son front, tentant de retrouver le sang-froid du PDG qu'il affichait habituellement. Il s'est tourné et a pointé un doigt vers moi, la voix tremblante, mais pleine d'accusations. « Officier, vous devez enquêter à fond. Ce matin, j'ai préparé un ragoût pour ma femme. Elle a eu la boîte dans son bureau pendant longtemps avant de la donner à mademoiselle Clara. Je soupçonne ma femme, par jalousie infondée, d'y avoir mis quelque chose. » J'ai regardé Thomas, sentant comme si quelqu'un me serrait le cœur. Il avait déjà son alibi tout prêt. Si j'avais mangé le ragoût, j'aurais perdu mon enfant. Comme quelqu'un d'autre l'a mangé, il allait m'accuser d'empoisonnement. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai regardé droit dans les yeux le plus âgé des policiers et j'ai dit calmement, « Je n'ai aucun mobile pour faire une chose pareille. Vous pouvez vérifier les caméras du couloir. Cherchez des empreintes sur le flacon de médicaments si vous le trouvez. Et surtout, j'aimerais savoir pourquoi un ragoût que mon mari prétend avoir préparé pour prendre soin de moi contenait un médicament abortif et pourquoi il a affecté sa secrétaire si gravement. » L'officier a hoché la tête, prenant des notes, puis a posé une question au médecin qui nous a laissés tous les deux sans voix. « Docteur, quel est l'état spécifique de la victime? Quelles conséquences l'utilisation de ce médicament a-t-elle eu ?» Le médecin a soupiré, sa voix devenant grave et triste. La patiente, Clara, était enceinte de 6 semaines. En raison de la dose massive du médicament, qui a provoqué des contractions utérines extrêmement violentes, nous avons le regret de vous informer que le fœtus n'a pas pu survivre. Le monde autour de moi a semblé se figer. J'ai entendu Thomas laisser échapper un gémissement étranglé. Ses jambes ont fléchi et il s'est effondré sur une chaise de la salle d'attente. Son visage était défait, les yeux grands ouverts, fixant le vide. C'était donc ça. Cette jeune et belle secrétaire portait son enfant. Et lui-même, avec son plan diabolique destiné à sa propre femme, avait sans le savoir mis fin à la vie de son enfant illégitime, dont il ignorait probablement même l'existence. En voyant son état pitoyable, je n'ai ressenti aucune satisfaction, seulement une vague de dégoût montant dans ma gorge. L'amour qu'il m'avait professé ou la passion qu'il ressentait pour sa maîtresse, tout se réduisait à néant face à son égoïsme et sa cruauté. Après avoir reçu les informations choquantes du médecin, les policiers ont décidé de nous interroger, Thomas et moi, séparément, sur place à l'hôpital. J'ai été invité à m'asseoir dans un coin plus calme du couloir, en face du policier plus âgé, dont le regard était perçant mais serein. Il m'a regardé sans jugement, presque avec compassion, et a demandé gentiment, « Madame, veuillez relater en détail tout ce qui s'est passé depuis le moment où vous avez reçu la boîte de nourriture jusqu'à l'incident. »
Essayez d'être aussi précise que possible. N'omettez rien, même si cela vous semble insignifiant. J'ai fermé les yeux, rembobinant le film de cette matinée fatidique. Je lui ai raconté comment Thomas était apparu soudainement avec une attention excessive, quelque chose qui avait complètement disparu de notre mariage au cours des 6 derniers mois. Je lui ai parlé de l'odeur intense des tripes qui avait déclenché mes nausées. J'ai expliqué que j'avais seulement ouvert le couvercle, regardé et refermé immédiatement. J'ai insisté sur chaque mot, du moment où il a laissé la boîte isotherme sur mon bureau jusqu'à l'entrée de mademoiselle Clara. Je n'ai pas bougé de ma chaise, ni rouvert le récipient. Il était toujours en vue et complètement intact. Je l'ai donné à Clara simplement parce que je ne pouvais pas le manger et qu'elle semblait enthousiaste à l'idée. De l'autre côté du couloir, Thomas était interrogé par un officier plus jeune. Il insistait sur la propreté de son processus de cuisson. Il a affirmé, « Je suis allé au marché moi-même, je suis entré dans la cuisine et j'ai préparé ce ragoût dès l'aube. Je suis une personne très méticuleuse. Je ne laisse jamais la femme de ménage toucher à la nourriture de ma femme. Dès que j'ai fini, je l'ai mis dans la boîte isotherme et l'ai apporté directement au bureau sans qu'il ne passe entre les mains de personne. » Thomas était convaincu que cette déclaration le présenterait comme un mari exemplaire, tout en me désignant comme la seule suspecte, la seule personne ayant été en contact avec le récipient dans une pièce fermée. Mais dans sa panique, il avait oublié quelque chose de fondamental. Plus il insistait sur le fait qu'il était le seul à tout avoir préparé, plus il se mettait la corde au cou s'il était prouvé que le poison était déjà dans le ragoût depuis le début. Lorsque la séance d'interrogatoire a fait une pause, l'officier plus âgé s'est approché de son collègue, qui prenait des notes sur la déclaration de Thomas. Ils ont échangé quelques mots à voix basse, jetant des regards furtifs et significatifs vers Thomas. Le remarquant, il est devenu encore plus nerveux. Il s'est levé d'un bond, élevant la voix plus que d'habitude pour cacher sa peur. Enquêtez à fond. Ma femme est très jalouse ces derniers temps. Elle n'a pas toute sa tête. Qui sait? Peut-être a-t-elle glissé le poison quand j'ai quitté le bureau. J'ai écouté chacun de ces mots cruels. Quelle douleur! L'homme que j'avais autrefois aimé essayait maintenant par tous les moyens de me mettre en prison pour se sauver. Je me suis levé, me suis approché d'eux, j'ai regardé Thomas droit dans les yeux et j'ai demandé avec un calme surprenant, « Thomas, si tu penses que c'est moi, quel serait mon mobile? Tu es ta secrétaire? Ou as-tu peur qu'il découvre que ce ragoût n'était pas pour Clara, mais pour moi ?» Thomas a sursauté. Ses yeux se sont agités nerveusement, évitant mon regard. Il a bégayé, « Toi? Quelle bêtise racontes-tu » Le temps passait avec une lenteur angoissante. Chaque minute d'attente pour les résultats du laboratoire était une torture mentale. Je suis resté assise en silence, la main posée doucement sur mon ventre dans un geste instinctif pour protéger le petit être pris dans l'œil du cyclone. Enfin, un technicien de la police scientifique est sorti avec les résultats en main. Il a annoncé d'une voix grave, sur le bord de la boîte isotherme et sur la cuillère, « Nous avons trouvé des empreintes appartenant à Madame Zoé et à la victime, Clara, ce qui correspond aux déclarations. » Cependant, le point crucial est que la substance toxique était complètement dissoute dans le ragoût, imprégnant chaque morceau de viande et de jus. Cela prouve que le médicament a été ajouté pendant la cuisson ou immédiatement après, pendant que le ragoût était encore très chaud et bien mélangé, et non simplement saupoudré sur le dessus une fois le récipient fermé. Cette conclusion a été comme un seau d'eau glacée pour Thomas, détruisant complètement la théorie qu'il avait essayé de construire pour m'accuser. Si j'avais ajouté le médicament en recevant la boîte au bureau, il ne se serait pas dissous de manière aussi uniforme. Le visage de Thomas a changé de couleur, passant du blanc pâle à un gris cendré. Il a commencé à divaguer, perdant le contrôle. Non, ce n'est pas possible. C'est sûrement Clara qui a pris le médicament. C'est ça. Elle était enceinte. Elle voulait avorter et a pris la pilule avant de manger. Vous devez l'enquêter. N'accusez pas un innocent. J'ai regardé la scène pathétique de mon mari, ressentant un mélange de rire et de pitié. L'homme qui était autrefois ma fierté se révélait maintenant comme un lâche, incapable de faire face aux conséquences de ses actes. J'ai élevé la voix, coupant court à ses divagations fermement. Thomas, arrête de te débattre. Si Clara a pris le médicament de son propre chef, pourquoi y en avait-il aussi dans le ragoût? Vas-tu dire qu'elle l'a pris puis a vomi dans la boîte? Ton explication te semble-t-elle logique? Thomas s'est retourné brusquement, les yeux injectés de sang. Tais-toi. Qu'est-ce que tu en sais? Tu me détestes.
Tu veux me détruire, et c'est pour ça que tu as mis en scène tout ce cirque. C'était toi. Tu l'as glissé en secret quand je ne regardais pas. Son obstination a fait secouer la tête même au policier, las. L'officier principal a fermé son dossier et a regardé Thomas avec une froideur glaciale. Monsieur Thomas, votre déclaration et les résultats de la police scientifique présentent de nombreuses contradictions. Nous avons besoin que vous nous accompagniez au poste pour clarifier certaines choses. De plus, nous demanderons les enregistrements de la caméra de bord de votre voiture et des caméras de sécurité de la cuisine de votre domicile pour vérifier le processus de préparation que vous avez décrit. En entendant le mot « caméra », Thomas a sursauté comme s'il avait reçu un choc électrique. Je savais parfaitement que nous avions une caméra dans le salon qui donnait directement sur la cuisine et que sa berline de luxe avait une caméra enregistrant tous ses déplacements. C'étaient les preuves qui ne mentiraient pas. S'il avait vraiment ajouté le médicament au ragoût, il aurait sans aucun doute laissé une trace. Le regard de Thomas a vacillé violemment. Sa confiance initiale avait complètement disparu, laissant place à la peur nue d'un criminel devant le tribunal. Il savait que le piège qu'il avait tendu à sa femme se refermait maintenant sur son propre cou. Je me suis levé, j'ai arrangé mes vêtements et j'ai regardé mon méprisable mari pour la dernière fois avant qu'il ne l'emmène. Thomas, tu as dit un jour que ce ragoût était plein de ton amour. Maintenant je comprends que ton amour sang en fait le poison. Heureusement, le destin a voulu que notre enfant ne partage pas la même chance que ce pauvre bébé. Je l'ai laissé planté là, au milieu du couloir froid de l'hôpital, et je suis parti sans me retourner, remerciant silencieusement la vie de m'avoir donné une chance de survivre et de chercher justice pour moi-même et pour l'enfant que je portais dans mon ventre. En quittant l'hôpital, je ne suis pas rentré chez moi. J'ai pris un taxi directement pour le bureau. Le ciel était gris et plombé, avec des nuages sombres tourbillonnant comme un présage d'une grande tempête, un reflet exact de mon état d'esprit turbulent. En entrant dans le hall de l'immeuble, j'ai senti des regards curieux et entendu les chuchotements des employés. La nouvelle de l'empoisonnement de Clara s'était répandue comme un virus. Les rumeurs étaient de toutes sortes, mais la plus malveillante était celle de la patronne jalouse qui, découvrant que sa secrétaire était enceinte de son mari, avait tenté de l'empoisonner pour lui donner une leçon. Entendre ces inventions faisait mal comme des couteaux. Mais je savais que je ne pouvais pas m'effondrer maintenant. Je devais être forte, tenir bon pour découvrir la vérité et laver mon nom. Je suis allé directement à mon bureau et j'ai claqué la porte, m'isolant des commérages extérieurs. Peu de temps après, quelqu'un a frappé doucement. C'était Amélie, mon assistante de confiance, qui était avec moi depuis le début de ma carrière. Elle est entrée avec un visage inquiet, mais un regard plein de détermination. Elle a posé une clé USB sur mon bureau et a chuchoté, « Zoé, j'ai fait ce que tu as demandé. J'ai récupéré toutes les images des caméras de sécurité de l'immeuble et du parking pour ce matin. J'ai trouvé quelque chose de très étrange. J'ai branché la clé sur mon ordinateur et des images en noir et blanc sont apparues à l'écran. » Amélie a pointé l'horodatage. « Regarde, la voiture de Monsieur Thomas est entrée dans le garage à 7h15, mais il n'est sorti de l'ascenseur pour venir à ton bureau qu'à 8h15. Normalement, il faut moins de 5 minutes du garage jusqu'ici. Où était-il pendant cette heure? Qu'a-t-il fait? » La question d'Amélie m'a glacé le sang, une heure manquante, plus que suffisant pour mener à bien n'importe quel plan sombre. J'ai regardé attentivement l'écran, cherchant d'autres indices. Amélie a avancé la vidéo jusqu'à un enregistrement d'une autre caméra dans la zone de l'escalier de secours du sous-sol. Et regarde ça. Fais bien attention à cette personne. À l'écran est apparue la silhouette d'un homme en chemise blanche et un masque, marchant à la hâte. Il portait un assez grand sac poubelle noir et se dirigeait furtivement de la zone des ascenseurs vers la zone des bennes à ordures derrière le bâtiment, au lieu d'utiliser les poubelles de l'étage. « C'est Didier », ai-je exclamé, reconnaissant instantanément sa démarche légèrement voûtée et sa coiffure caractéristique. Didier était l'assistant personnel et le cousin éloigné de Thomas, un homme qui suivait ses ordres comme un chien fidèle. Pourquoi devait-il descendre pour jeter des ordures secrètement par l'escalier de secours à cette heure-là? Et que contenait ce sac noir? Était-ce l'emballage du médicament, des gants, des preuves du crime que Thomas voulait faire disparaître après avoir préparé son ragoût mortel pendant cette heure perdue? Amélie m'a regardé avec une voix ferme. Je soupçonne qu'il y a des preuves importantes dans ce sac poubelle. J'ai envoyé quelqu'un vérifier la zone d'ébène, mais le camion poubelle vient de passer il y a une demi-heure. Cependant, je sais que Didier est prudent, mais aussi très avare. Il ne jette généralement pas les choses importantes dans les ordures communes immédiatement.
Il les cache souvent pour s'en débarrasser plus tard. J'enverrai quelqu'un le suivre de près. J'ai hoché la tête, serrant la main d'Amélie. Merci, Amélie. En ce moment, je ne peux faire confiance qu'à toi. Sois prudente. Ils sont acculés et pourraient devenir très dangereux. Amélie est partie, me laissant seule dans l'immensité de mon bureau. J'ai regardé par la fenêtre. La pluie commençait à tomber fort, frappant la vitre. La toile de mensonges de Thomas et de ses complices commençait à montrer des fissures mortelles. Cette heure perdue et l'action suspecte de Didier étaient la clé pour renverser la situation. La pluie dehors ne montrait aucun signe de répit. De lourdes gouttes martelaient la vitre, créant de longues traînées d'eau comme des cicatrices indélébiles. Assise dans mon bureau, la lumière de l'écran d'ordinateur illuminait mon visage fatigué, mais mes yeux brûlaient de détermination. Amélie, mon assistante intelligente et efficace, venait de poser un mince dossier devant moi, bien que son poids fût immense. Elle a parlé à voix basse avec un ton d'indignation pour moi. « Zoé, regarde ça. » J'ai demandé à un contact de l'administration de l'immeuble de vérifier. L'appartement de luxe où vit Clara n'est pas loué par elle. C'est au nom d'une société de services commerciaux. J'ai pris le papier. Le nom DND Management SARL m'a sauté aux yeux. Ça sonnait pompeux, mais je savais que ce n'était qu'une coquille vide. Le représentant légal de cette société était précisément Didier, l'assistant et cousin éloigné de Thomas. Amélie a poursuivi son analyse, pointant les relevés bancaires joints. Le loyer mensuel est de 2500 € plus des charges de copropriété élevées, le tout viré ponctuellement depuis le compte de DND Management. Mais les fonds arrivant dans cette société proviennent d'une caisse noire que M. Thomas a créée sous le concept de frais de représentation. J'ai souri amèrement, un sourire qui a atteint mon âme. 2500 € par mois pour le loyer, sans compter les frais de subsistance et les achats. Pendant ce temps, la robe que je portais avait 3 ans et était usée. Le sac à main que j'utilisais était d'une marque modeste valant à peine 50 €. Thomas se plaignait toujours des difficultés de l'entreprise, nous demandant de nous serrer la ceinture pour assurer notre avenir. Il s'est avéré que l'avenir dont il s'inquiétait n'était pas celui de notre famille, mais le luxueux nid d'amour de sa petite maîtresse. J'ai tourné à la page suivante et j'ai trouvé une photographie prise secrètement de Clara entrant dans une élégante clinique privée. La photo datait de 2 semaines. Amélie a expliqué, elle est allée pour un contrôle gynécologique. Cela signifiait que Clara savait parfaitement qu'elle portait l'enfant de Thomas. Elle n'était pas aussi innocente qu'elle le paraissait. Elle utilisait cette grossesse comme une carte stratégique pour forcer Thomas à prendre une décision. J'ai regardé le visage jeune et lisse de Clara sur la photo et j'ai ressenti un frisson. Derrière cette apparence naïve se cachait une vétérane calculatrice. Elle voulait devenir la maîtresse de maison d'un seul coup, détruire mon bonheur pour construire son propre château. Mais elle n'avait pas compté sur le fait que l'homme qu'elle avait choisi comme pilier était un être de sang-froid prêt à se débarrasser cruellement de son propre fils pour protéger ses intérêts. Le téléphone sur la table a vibré soudainement, brisant le silence. L'écran affichait mon amour, un nom que je n'avais pas encore changé et qui sonnait maintenant terriblement ironique. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai mis ma main sur ma poitrine pour calmer mon cœur qui battait la chamade et j'ai répondu. De l'autre côté a retenti la voix profonde et familière de Thomas, mais maintenant je n'entendais qu'une fausseté qui me retournait l'estomac. « Ma chérie, où es-tu ? Je viens de sortir du commissariat. Je suis épuisé. Ils m'ont posé 1000 questions. J'ai mal à la tête. J'ai contenu ma rage et j'ai faim, une voix tremblante et inquiète. Je suis au bureau. J'ai si peur, Thomas. Tout le monde chuchote. Je n'ose pas rentrer à la maison. Est-ce que ça va ? La police t'a-t-elle posé des problèmes ? Thomas a soupiré théâtralement de l'autre côté, jouant le rôle du mari affligé. Qu'est-ce qu'ils vont me faire ? Celui qui n'a rien à cacher ne craint rien. Je m'inquiète juste pour toi. Je ne veux pas que tu penses à des choses folles et que cela affecte ta santé. Reste calme là-bas ou va chez ta mère pour te reposer. N'écoute pas les rumeurs. Je vais tout arranger. En entendant ces mots vides d'inquiétude, j'ai eu envie de lui crier au visage que je savais tout. Mais la raison m'a arrêté. J'avais besoin qu'il soit confiant, qu'il pense que j'étais toujours le petit agneau naïf pour qu'il commette plus d'erreurs. J'ai répondu doucement, bien sûr, je te fais confiance. Repose-toi bien. Je reviendrai un peu plus tard ce soir. Je dois finir quelque chose en suspens.
J'ai raccroché et j'ai regardé le rideau de pluie derrière la fenêtre. Thomas, tu penses que tu contrôles le jeu? Tu te trompes. La nuit est tombée, et la ville s'est illuminée d'une lueur vibrante, mais cet éclat ne pouvait cacher les coins sombres du cœur humain. J'ai reçu un message du chauffeur privé que j'avais envoyé secrètement, m'informant que la mère de Clara, maman Hélène, était déjà arrivée à la gare routière. Elle avait pris le premier bus Blablacar de sa petite ville de la Creuse desquels avait appris que sa fille avait eu un accident. J'ai demandé au chauffeur de l'emmener dans un hôtel modeste mais propre près de l'hôpital, et j'ai insisté pour qu'il ne l'emmène pas encore voir sa fille, car les heures de visite étaient terminées. Il valait mieux qu'elle se repose après le long voyage. Je suis arrivé à l'hôtel après 21 heures. Dès que je suis entré dans le hall, j'ai reconnu maman Hélène. Elle était assise, recroquevillée sur un canapé, une silhouette petite et mince dans une simple robe marron. Elle portait des baskets usées, et à côté d'elle se trouvaient 2 grands sacs en toile remplis à ras-bord. C'étaient sûrement des produits frais, des poireaux, peut-être des pommes de terre, des cadeaux humbles qu'une mère pauvre avait apportés avec effort pour sa fille. L'image m'a ému, me rappelant ma propre grand-mère du Sud, tout aussi travailleuse, sacrifiant tout pour les siens. En me voyant approcher, maman Hélène s'est levée nerveusement, joignant ses mains, craquelées et usées par le travail. J'ai souri, lui ai pris la main et j'ai dit gentiment, « Vous êtes la mère de Clara, n'est-ce pas? Je suis Zoé, la patronne de Clara à l'entreprise. Je savais que vous veniez et je voulais m'assurer que vous alliez bien, que vous aviez mangé et que vous aviez un endroit où vous reposer. » Les yeux de maman Hélène se sont remplis de larmes, et sa voix, épaisse avec un fort accent du terroir, tremblait. Vous êtes la patronne de ma Clara. Seigneur, bénissez mon âme. Vous êtes très bonne, mon enfant. Je ne sais pas quelle bêtise elle a bien pu faire pour finir comme ça. À la maison, c'est une très bonne fille, travailleuse, vous savez. Je l'ai aidée à s'asseoir et je lui ai versé un verre d'eau. En voyant l'amour et la fierté dans ses yeux en parlant de sa fille, j'ai senti un nœud dans mon estomac. Elle ne savait pas que sa fille bonne et travailleuse vivait dans un appartement de luxe dont elle ne pourrait même pas rêver en travaillant toute sa vie, qu'elle utilisait des sacs de créateurs dont la valeur équivalait à toute sa fortune. J'ai demandé doucement, « Est-ce que mademoiselle Clara vous appelle souvent? Vous raconte-t-elle des choses sur sa vie ou son travail ?» Maman Hélène a répondu avec sincérité, « Bien sûr qu'elle le fait. Elle m'appelle tout le temps. Elle dit qu'on la traite très bien à l'entreprise, que le salaire est bon, et qu'elle vit dans un dortoir d'entreprise gratuit qui est très agréable. Chaque mois, elle m'envoie 100 € pour mes médicaments et me dit de ne pas m'inquiéter, qu'elle ne manque de rien. » En entendant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de soupirer. 100 € pour sa mère, mais prête à dépenser des milliers sur un coup de tête pour plaire à son amant. Quelle fragilité et quelle fausseté dans cette dévotion filiale. J'ai décidé que maman Hélène devait voir la vérité, même si je savais que ce serait cruel pour elle. J'ai feint la surprise. Oh, elle vous a dit qu'elle vivait dans un dortoir? Je pensais que Clara avait loué un appartement de luxe dans le 16e arrondissement. C'est un quartier très cher. Le loyer d'un mois là-bas équivaut au salaire d'un an d'un ouvrier. Et je la vois souvent avec des choses de marque. L'autre jour, elle portait un sac à main qui, j'ai entendu dire, coûte près de 2000 €. Maman Hélène s'est figée. Ses yeux troubles se sont écarquillés, pleins de confusion. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? 2000 € pour un sac à main? Ce n'est pas possible. Ma fille est très économe. Elle déteste jeter même une chemise déchirée, et elle m'a dit qu'elle vivait dans le dortoir de l'entreprise. J'ai tapoté doucement le dos de sa main et j'ai baissé la voix d'un ton plein d'insinuation. Clara ne voulait sûrement pas vous inquiéter, et c'est pourquoi elle ne vous a pas dit la vérité. Mais soyez tranquille. Demain, je vous emmènerai à l'hôpital et vous pourrez lui parler pour tout éclaircir. Je crains juste qu'étant si jeune et jolie dans une ville pleine de tentations, quelqu'un puisse profiter d'elle et ruiner sa vie. Mes mots ont planté une graine de doute dans le cœur de cette mère. Maman Hélène est restée assise, absorbée, fixant le vide tandis que ses mains tremblantes jouaient avec l'ourlet de sa robe. Elle commençait à réaliser que sa petite fille était devenue une étrangère, cachant de terribles secrets. J'ai quitté l'hôtel le cœur lourd. Je ne voulais pas la blesser, mais elle était le témoin le plus important, la seule personne qui pouvait réveiller la conscience de Clara, et en même temps, le levier dont j'avais besoin pour démasquer Thomas. Dans cette guerre, tout le monde serait blessé, même les plus innocents. Le lendemain matin, alors que je sortais du garage pour me rendre au bureau, une silhouette m'a barré la route. J'ai freiné brusquement,
le cœur dans la gorge. En regardant de plus près, j'ai vu que c'était Didier. Il était là, l'air furtif, jetant des coups d'œil autour de lui comme s'il craignait que quelqu'un le voie. Il a tapoté doucement sur la vitre de ma voiture, me faisant signe de lui parler. J'ai baissé la vitre juste assez pour l'entendre, en gardant une distance de sécurité. « Madame Zoé, puis-je avoir une minute ? J'ai quelque chose de très important que Monsieur Thomas m'a demandé de vous remettre en main propre. » Sa voix était un murmure tremblant. J'ai souri avec dédain et j'ai déverrouillé la porte juste assez pour qu'il se glisse sur le siège passager. Dans l'espace confiné de la voiture, j'ai perçu une odeur aigre de sueur et de tabac froid émanant de lui. Il était clairement très nerveux. Il a sorti un mince dossier de sa veste, l'a laissé sur mes genoux et a retiré sa main comme s'il s'était brûlé. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé d'une voix froide sans même le regarder. « C'est un vieux dossier médical de mademoiselle Clara que Monsieur Thomas a trouvé ce matin, » a bégayé Didier, la sueur perlant sur son front. À l'intérieur, juste ici, il y a un reçu pour l'achat d'un médicament abortif qu'elle a acheté hier dans une pharmacie louche. Le patron dit, prenez ça et donnez-le discrètement à la police, en disant que vous l'avez trouvé par hasard dans un tiroir du bureau de Clara. De cette façon, Monsieur Thomas sera libéré de tout soupçon et vous ne serez pas impliqué non plus. J'ai pris le dossier et je l'ai ouvert lentement. À l'intérieur se trouvait un rapport médical superficiel et un reçu froissé. J'ai tenu le reçu à la lumière. L'écriture était un gribouillis spécifiant le nom du médicament, misoprostol. La date d'achat était de l'après-midi précédent, mais le plus ridicule était que l'encre sur le reçu était fraîche et le papier impeccable sans un seul pli. Il était évident que c'était une fausse facture faite à la hâte la veille. Brûlant les preuves entre mes mains, j'ai murmuré avant de me tourner et de le fixer d'un regard si perçant qu'il s'est recroquevillé. « Vous et Thomas, vous me prenez pour une idiote. L'encre de ce reçu n'a même pas séché. Vous me demandez de donner ça à la police ? C'est comme me demander d'avouer que j'ai falsifié des preuves. Ou peut-être que ce que vous voulez, c'est accuser Clara d'avoir acheté le médicament et de s'être suicidée par dépression. Ainsi, Thomas s'en sort indemne et je prends le blâme pour avoir su et ne pas l'avoir arrêté. » Didier a pâli. Ses lèvres tremblaient de manière incontrôlable. « Non, ce n'est pas ça, madame. Le patron. Le patron a dit que si vous le remettiez simplement, tout serait résolu. Vous êtes sa femme. Vous devez l'aider. S'il lui arrive quelque chose, l'entreprise coulera et vous perdrez tout. » Il essayait de jouer la carte de la peur de perdre mes biens et mon statut. Mais il se trompait. Cette richesse était le sang, la sueur et les larmes de mes parents. Je préférais la détruire et repartir de zéro que de la laisser entre les mains d'un meurtrier. Je lui ai jeté le dossier avec une voix ferme. Prends ces ordures et sors de ma voiture tout de suite. Et dis à Thomas que s'il veut monter une pièce de théâtre, qu'il engage des acteurs plus professionnels. Et toi, Didier, tu es complice d'un meurtrier. Tu ferais mieux de t'inquiéter pour ta propre peau, de peur de le regretter quand tu seras déjà en prison. Didier a ramassé le dossier à la hâte, a ouvert la porte et est sorti en courant comme une âme poursuivie par le diable. En regardant sa silhouette pathétique disparaître derrière un pilier de béton, je savais que Thomas était désespéré. Il se noyait dans la boue qu'il avait lui-même créée, et plus il se débattait, plus la corde se resserrait. Cette farce maladroite non seulement ne le sauverait pas, mais était aussi une preuve supplémentaire de la cruauté et de la bassesse d'un mari et d'un patron méprisable. De retour à mon bureau, j'ai immédiatement appelé Amélie. L'atmosphère au bureau était devenue aussi tendue qu'un poste de commandement au milieu d'une bataille. Amélie a posé son ordinateur portable sur le bureau, le visage illuminé par l'excitation de quelqu'un qui vient de trouver un trésor. « Zoé, comme tu le soupçonnais, j'ai examiné tous les journaux d'appel de Thomas et Didier de la semaine dernière. Il y a un numéro inconnu qui apparaît avec une fréquence alarmante, surtout la nuit précédant l'incident. J'ai enquêté et j'ai découvert à qui il appartient. Tu ne vas pas le croire. C'est Sarah. » « Sarah ? » J'ai cherché le nom dans ma mémoire. Amélie a ajouté rapidement, Sarah était une camarade de classe de Thomas à l'université. Maintenant, elle est pharmacienne et travaille comme représentante pour un grand laboratoire. Selon quelques anciennes de la DRH, elle a eu une aventure avec Thomas à l'époque, mais ils ont rompu quand il t'a épousée. Je n'imaginais pas qu'ils avaient repris contact. Une pharmacienne, une ex-petite amie et des appels secrets la nuit. Toutes les pièces détachées commençaient à s'assembler en une image complète.
Thomas ne pouvait pas acheter ce médicament réglementé lui-même de peur d'être découvert, alors il s'est tourné vers Sarah. Peut-être l'a-t-il amadoué avec des promesses d'argent ou a-t-il ravivé de vieux sentiments pour la convaincre de l'aider. « As-tu trouvé une preuve qu'ils se sont rencontrés ?» ai-je demandé, le cœur battant à 1000 à l'heure. Amélie a hoché la tête, ses doigts glissant rapidement sur le clavier. La voici. J'ai engagé un détective privé pour obtenir les images de sécurité de la zone près de la fausse société de Didier. Regarde ce coin de l'écran. Sur le moniteur est apparue une vidéo en noir et blanc de qualité un peu floue, mais suffisante pour reconnaître les personnes. Une voiture familiale s'est arrêtée dans un coin discret. Didier est sorti et a regardé autour de lui. Peu de temps après, une grande femme avec des lunettes de soleil s'est approchée. C'était Sarah. Elle a tendu à Didier un petit paquet enveloppé dans du papier journal. Il l'a pris, l'a rapidement mis dans sa poche, et tous deux se sont séparés à la hâte. La date et l'heure sur la caméra correspondaient à l'après-midi précédant l'incident. Un petit paquet enveloppé dans du papier journal, ai-je murmuré sans quitter l'écran des yeux. C'est le poison. Sarah est celle qui a fourni l'arme à Thomas. Je me suis tourné vers Amélie avec un regard stable. Amélie, c'est le maillon le plus faible de leur chaîne. Sarah a une éducation, un travail stable. Elle a pu faire ça pour de l'argent ou par amour, mais je suis sûr qu'elle n'est pas une criminelle professionnelle. Elle sera terrifiée si elle découvre qu'elle risque d'aller en prison pour complicité de tentative de meurtre. Amélie a compris instantanément. Tu veux dire que nous allons faire pression psychologiquement sur Sarah? J'ai hoché la tête avec un sourire glacial. Exactement. Thomas essaie de blâmer Clara, et il est très probable qu'il ait aussi un plan pour blâmer Sarah. Si tout éclate, il dira qu'elle lui a donné le médicament de son propre chef ou qu'elle l'a trompé en disant que c'était un complément vitaminé. Nous devons le devancer. Je vais rencontrer Sarah et lui montrer le sombre avenir que Thomas lui a préparé. Entre aller en prison pour son ancien amant ou témoigner pour obtenir la clémence, je suis sûr que Sarah est assez intelligente pour savoir quel chemin choisir. Le filet était jeté, et la proie la plus importante avait été localisée. Je savais que la rencontre imminente avec Sarah serait une partie d'échec mental, mais je détenais les as que Thomas ne pouvait même pas imaginer. La vérité brute et brutale était sur le point d'éclater, et ceux qui sèment le vent récolteront inévitablement la tempête. Le lendemain matin, le ciel était encore couvert d'une couverture grise, comme s'il allait déchaîner une autre tempête sur la ville. J'ai récupéré maman Hélène à l'hôtel et l'ai emmenée à l'hôpital pour voir sa fille. La vieille femme de la campagne portait toujours son vieux panier en plastique rouge rempli d'œufs de la ferme et de légumes frais de son jardin. Ma Clara adore les œufs de nos poules à la maison, m'a-t-elle dit. Elle dit que ceux de la ville sentent le poisson et ne sont pas aussi bons. L'entendre m'a serré le cœur. L'amour d'une mère est immense comme l'océan. Mais sa fille avait troqué cet amour contre la vanité et le luxe de la ville. En entrant dans la chambre d'hôpital, l'odeur intense de désinfectant a fait plisser le nez à maman Hélène et l'a fait hésiter avant d'entrer. Clara avait été transférée dans une chambre normale. Elle était allongée dans le lit blanc, pâle et décharnée comme une feuille flétrie. En voyant sa mère, ses yeux se sont ouverts brusquement, et ses lèvres sèches ont à peine réussi à prononcer un faible maman. Maman Hélène a couru vers le lit, a laissé le panier par terre et a saisi la main glacée de sa fille pendant que des larmes coulaient sur son visage. « Ma fille, comment en es-tu arrivée là? Pourquoi est-ce que ça t'est arrivé ?» Clara a tourné la tête, évitant le regard de sa mère, tandis que des larmes d'amertume coulaient sur ses joues. Mais maman Hélène, avec l'instinct d'une mère qui a compté chaque centime, a fixé son regard sur la table de chevet. Là, le sac de créateur coûteux de Clara reposait à côté d'un smartphone de dernière génération. Le contraste entre ces objets de luxe, le vieux panier par terre et les vêtements usés de sa mère créait une atmosphère étouffante. Maman Hélène a pointé le sac du doigt avec un doigt tremblant, la voix brisée. « Ce sac ? Madame Zoé m'a dit qu'il coûtait 2000 €. Où as-tu trouvé l'argent pour l'acheter ? Avec ce que tu gagnes, tu as à peine de quoi m'envoyer un petit quelque chose. Comment oses-tu gaspiller de l'argent comme ça ?» Clara, terrifiée, m'a regardé puis s'est tournée vers sa mère, niant tout. « Ce n'est pas vrai, maman. Zoé se trompe. C'est une contrefaçon. Ça m'a coûté 20 € au marché aux puces. N'écoute pas ce que les gens disent. » J'étais debout, appuyé contre la porte, observant cette performance maladroite en silence. Je me suis approché lentement du lit, j'ai posé une main sur l'épaule de Clara et j'ai murmuré à son oreille d'une voix basse,
mais chargé d'assez de menaces pour instiller une peur atroce. Tu penses que Thomas va venir te voir? Il est trop occupé à essayer de prouver à la police que c'est toi qui as acheté le médicament. Que ce sac soit vrai ou faux, toi et lui le savez mieux que quiconque. Arrête de mentir à ta mère. Clara s'est figée, me regardant avec des yeux écarquillés de panique. La peur l'a envahie. Elle a compris que je savais tout, et plus important encore, que l'homme à qui elle avait confié sa vie l'abandonnait comme un objet inutile. Maman Hélène, voyant sa fille trembler, a pensé que c'était de douleur et a commencé à lui masser les mains en murmurant des mots de réconfort. En voyant la scène, je n'ai ressenti aucune satisfaction, seulement une profonde tristesse. La vérité brute devrait sortir tôt ou tard, et la personne qui souffrirait le plus ne serait pas la coupable, mais la mère innocente qui aimait sa fille de tout son cœur. Je me suis assise sur une chaise à part, faisant semblant de regarder mon téléphone pour leur donner de l'espace, mais en réalité, observant chaque changement d'humeur de Clara. Avant de m'asseoir, j'ai délibérément laissé le dossier que Didier m'avait donné ce matin-là sur la table de chevet, à côté du sac de Clara. Je l'ai laissé légèrement ouvert pour qu'un coin du faux reçu pour l'achat de misoprostol soit visible. Je connaissais la curiosité de Clara, et surtout, je savais que dans son état d'anxiété, tout indice lié à Thomas serait un clou brûlant auquel se raccrocher. Et c'est ce qui s'est passé. Dès que maman Hélène s'est retournée pour verser de l'eau, Clara a secrètement lorgné le dossier, l'a attrapé et l'a parcouru rapidement. J'ai vu ses fines épaules trembler en voyant le reçu à son nom. Son visage est passé du pâle au blanc cireux. Elle a reconnu l'écriture, le nom du médicament, et surtout, l'intention sombre derrière ce morceau de papier. Thomas, l'homme qui lui avait promis un avenir, falsifiait maintenant des preuves pour la faire passer pour la meurtrière de son propre enfant. La foi aveugle s'est effondrée en un instant, laissant derrière elle un abîme de désespoir. À ce moment, la porte s'est ouverte et le médecin est entré avec une infirmière. Il a examiné le dossier et a regardé Clara avec compassion. L'atmosphère est devenue lourde. Le médecin a soupiré et a annoncé d'une voix grave, « La famille doit se préparer. » En raison de l'overdose qui a provoqué des contractions sévères et une hémorragie prolongée, l'utérus a subi de graves dommages. Nous avons fait tout notre possible, mais sa capacité à être mère à l'avenir est pratiquement nulle. La nouvelle est tombée comme un coup de foudre. Maman Hélène s'est effondrée par terre, pleurant inconsolablement. Seigneur Jésus, non. Ma fille est si jeune. Pourquoi le ciel est-il si cruel avec elle? Les pleurs de la vieille femme étaient une plainte déchirante. Clara, immobile dans son lit, fixait le plafond avec des yeux vides, ne versant pas une larme. La douleur avait dépassé sa capacité à ressentir. Pas d'enfant, pas de possibilité d'être mère, trahie par son amant. Tout s'était effondré en même temps, détruisant sa vie. Je me suis approché pour aider à relever maman Hélène, le cœur serré. J'ai regardé Clara et j'ai vu dans ses yeux vides les restes de ses rêves brisés. Je me suis penché de nouveau vers elle et j'ai murmuré d'une voix froide pleine d'amertume, « Tu vois, c'est le prix à payer pour voler le mari d'une autre femme. Le prix de ces sacs de luxe est très élevé. Non seulement il t'a arraché ton enfant, mais aussi ton avenir de mère. Veux-tu toujours le protéger ?» Clara a tourné la tête et m'a regardé. Ses lèvres ont bougé et dans ses yeux brillait une haine profonde. J'ai quitté l'hôpital l'âme en suspens et j'ai conduit jusqu'au lieu que j'avais convenu avec Sarah. C'était un café discret dans une ruelle, élégamment décoré, surtout, équipé d'un système de caméras de sécurité qui enregistrait chaque coin clairement. J'ai choisi une table dans un coin d'où je pouvais voir l'entrée sans perdre mon intimité. J'ai remué mon jus d'orange, essayant de calmer mon esprit avant la tempête qui approchait. À l'heure convenue, Sarah est apparue. Elle est entrée avec l'air sophistiqué et hautain d'une femme qui a réussi. Elle portait une robe en soie couleur vin qui mettait en valeur sa peau et sa silhouette, un sac de créateur et des lunettes de soleil couvrant la moitié de son visage. Elle a inspecté l'endroit et s'est arrêtée en me voyant. Un demi-sourire de mépris s'est dessiné sur ses lèvres. Elle s'est approchée, s'est assise en face de moi avec arrogance et a enlevé ses lunettes, révélant des yeux perçants et maquillés avec soin. « Bonjour, Zoé », a-t-elle dit d'une voix douce mais acérée. Je ne m'attendais pas à ce que la femme modèle convoque l'ex de son mari dans un endroit comme celui-ci. Que me veux-tu? Besoin de conseils sur la façon de garder un homme. Bien que ce soit curieux. Comment le gardes-tu pour qu'il s'ennuie tellement qu'il doit venir se confier à moi? Ces mots étaient une provocation délibérée, une tentative de me blesser pour voir ma réaction. À une autre époque,
Peut-être que je me serais mise en colère ou que j'aurais éclaté en sanglots, mais la Zoé d'aujourd'hui avait trop souffert pour laisser des pics bon marché l'affecter. Je l'ai regardée calmement et j'ai souri légèrement. Sarah, je ne t'ai pas appelé pour faire une scène de jalousie ou me battre pour un homme infidèle. Un homme comme Thomas, je te l'offre si tu le veux. Je suis ici pour te sauver d'un désastre imminent avant que tu ne deviennes une criminelle. Sarah a éclaté d'un rire qui a résonné dans le silence du café. Me sauver? C'est une blague. De quoi as-tu besoin de me sauver? J'ai de l'argent, une carrière, la liberté. Inquiète-toi pour toi-même. Sans discuter, j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert la photo que le détective avait obtenue de la caméra de sécurité. Je l'ai fait glisser sur la table, la voix durcie. Regarde bien ça. Avant-hier après-midi, dans une ruelle près du bureau de Didier, tu l'as rencontré. Le petit paquet enveloppé dans du papier journal que tu lui as donné. Qu'y avait-il dedans? Des vitamines ou du misoprostol? Le sourire de Sarah a disparu instantanément. Elle a pris le téléphone et a fixé la photo avec des mains tremblantes. Son visage a changé de couleur, et même l'épaisse couche de maquillage ne pouvait cacher la panique dans ses yeux. La cigarette qu'elle était sur le point d'allumer est tombée sur la table. Elle a levé les yeux, la voix brisée, ayant perdu toute confiance. Toi. Où as-tu eu ça? Je donnais juste des documents à Didier. Ne m'accuse pas faussement. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Des documents qui doivent être enveloppés dans du papier journal et livrés secrètement. Sarah, je sais que tu es pharmacienne. Tu connais mieux que quiconque la réglementation sur les médicaments réglementés. La police n'est pas stupide. Dès qu'ils retraceront l'origine de ce lot, penses-tu que tu pourras t'en sortir? Sarah s'est enfoncée dans son siège. Son arrogance initiale avait disparu, ne laissant qu'une femme terrifiée au bord de l'abîme. Elle savait que je la tenais. Il était temps de porter le coup de grâce. Je me suis penché en arrière dans ma chaise et j'ai baissé la voix à un ton qui était à la fois une menace et une offre. Sarah, penses-tu que Thomas te protégera? Ce matin, il a ordonné à Didier de falsifier des preuves pour accuser Clara. Si la police l'atteint, que penses-tu qu'il déclarera? Il dira que toi, jalouse et éconduite, tu l'as trompé pour qu'il achète du poison pour blesser sa femme. Sarah a frissonné, les yeux écarquillés d'horreur. Elle connaissait trop bien la nature égoïste de Thomas. J'ai continué mon attaque psychologique. Tu as de l'argent, la beauté, un avenir brillant. Veux-tu échanger tout ça contre une peine pour complicité de tentative de meurtre? Combien Thomas t'a-t-il promis? 50 000? 100 000 euros? Penses-tu que cet argent achètera ta liberté ou ta dignité quand tu sortiras de prison avec un casier judiciaire? Chaque question était un coup de marteau dans son esprit. Elle s'est couvert le visage et a éclaté en sanglots, les épaules secouées de spasmes. Sa façade s'était effondrée, exposant sa faiblesse et son regret tardif. Je ne veux pas aller en prison, a-t-elle sangloté. Je pensais juste que c'était une pilule abortive normale. Thomas m'a dit que sa femme, c'est-à-dire toi, était enceinte d'un autre homme, et il voulait se débarrasser du bébé pour divorcer. Je voulais juste l'aider et gagner un peu d'argent. J'ai souri amèrement. Pour eux, la vie d'un enfant n'était rien de plus qu'un moyen pour une fin. Je me suis penché vers elle. Ce n'est pas le moment de pleurer. Tu n'as qu'une seule issue. Donne-moi la preuve que Thomas l'a commandé, les messages, les enregistrements des appels. Je les remettrai à la police et je m'assurerai qu'ils comprennent que tu as été trompé et utilisé. Tu deviendras un témoin, tu recevras la clémence et tu auras une chance de recommencer. Soit tu vas en prison avec Thomas, soit tu te sauves. Tu choisis. Sarah a levé les yeux, débattant entre la peur et un fragile espoir. Elle s'est mordu la lèvre jusqu'au sang dans une lutte interne qui a semblé durer une éternité. Finalement, l'instinct de survie a gagné. Elle a ouvert son sac de créateur, a sorti une petite clé USB argentée et l'a poussée vers moi comme si c'était du charbon ardent. Ici, tout est là, a-t-elle dit d'une voix rauque. Les enregistrements de ses appels demandant le médicament, les messages avec le virement du dépôt, même ses promesses qu'il te quitterait pour revenir avec moi. Prends-le, s'il te plaît. Ne me laisse pas aller en prison. J'ai saisi la clé USB et je l'ai serrée dans ma main. Elle était froide, mais elle contenait assez de feu pour incinérer la carrière et la vie de Thomas. Je me suis levé et j'ai regardé Sarah une dernière fois avec un mélange de pitié et d'avertissement.
Tu as bien choisi. Tais-toi et attends de mes nouvelles. Et ne songe même pas à prévenir Thomas ou tu perdras ta dernière chance. La petite clé USB dans ma main pesait 1 tonne. Je savais qu'elle ne contenait pas seulement des données, mais la sentence de mort de mon mariage. Je n'ai pas osé rentrer chez moi ni rester au bureau. Alors, j'ai conduit jusqu'au bureau d'un ami détective, un endroit avec la meilleure insonorisation pour affronter la vérité. La pièce était sombre, seulement éclairée par la lumière bleutée de l'écran d'ordinateur. Le bourdonnement du ventilateur me rendait nerveuse. En insérant la clé USB, mes mains tremblaient tellement que j'ai échoué 2 fois. Un dossier est apparu avec des fichiers audio et des captures d'écran de messages méticuleusement organisés par date par Sarah. Il était évident qu'elle s'était aussi préparée au cas où Thomas la trahirait. J'ai cliqué sur l'enregistrement le plus récent datant de 3 jours. La voix de mon mari, familière et glaçante, a retenti dans les haut-parleurs. Elle sonnait froide et autoritaire, très différente de son ton serein habituel. Sarah, vois ce que tu peux trouver. J'ai besoin de quelque chose de fort, de préférence incolore et inodore pour mélanger à la nourriture. Ma femme a la nausée. Je veux que ça ressemble à une fausse couche spontanée, propre, pour que je puisse la chasser de la maison sans partager les biens. Cette grossesse est un obstacle, tu comprends. Chaque mot était comme une aiguille empoisonnée qui me piquait les oreilles et me transperçait le cœur. Je me suis couvert la bouche pour ne pas sangloter tandis que des larmes chaudes coulaient sur mes joues et tombaient sur mes mains glacées. Donc, la cible originale de ce ragoût, c'était moi et le bébé qui grandissait en moi. Il ne voulait pas prendre soin de moi. Il voulait tuer son propre enfant juste pour protéger la richesse qu'il aspirait à accumuler. Que Clara l'ait mangé était un accident, une ironie du destin qui a sauvé ma vie et celle de mon bébé. Ensuite, j'ai écouté l'enregistrement de l'appel entre Thomas et Sarah après l'hospitalisation de Clara. La voix de Thomas était pleine de panique et de cruauté. « Ferme ta bouche et ne dis pas de bêtises. » Mets tout sur le dos de Clara. Dis qu'elle a acheté le médicament elle-même. Je m'occuperai de la police. Si tu penses à dire quoi que ce soit sur moi, tu le regretteras. Rappelle-toi, si je tombe, tu ne vivras pas en paix non plus. La menace flagrante et le manque de responsabilité ont produit un profond dégoût en moi. L'homme que j'aimais, avec qui j'avais partagé ma vie pendant 3 ans, était un démon déguisé en humain, prêt à sacrifier sa maîtresse et une vieille amie pour sauver sa position et son faux honneur. J'ai copié toutes les données sur 3 appareils différents. J'ai envoyé une copie à une adresse email secrète, une autre à mon avocat et j'ai gardé l'original dans mon sac à main. J'ai fixé l'écran d'ordinateur sombre, j'ai posé ma main sur mon ventre et j'ai murmuré à mon bébé, mon cœur, pardonne-moi d'avoir mal choisi ton père. Mais ne t'inquiète pas. Je ne laisserai plus personne te faire du mal. Demain, je ferai payer les coupables pour chacune de nos larmes. Ma douleur s'est transformée en une haine froide et dure. Je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière, et je ne le voulais pas. À l'entreprise, la tension était palpable dans l'air. Les employés marchaient sur la pointe des pieds, chuchotant à propos du scandale. Assise dans mon bureau, mes yeux étaient fixés sur l'écran d'ordinateur, montrant des images d'une caméra de sécurité cachée qu'Amélie avait installée dans le service comptable. Didier était là, faisant les 100 pas comme un animal en cage, la chemise trempée de sueur. Il essayait d'accéder au système comptable pour effacer les traces des transferts d'argent. Il savait que la brigade financière pouvait arriver à tout moment et que ses virements sur le compte de Sarah et sa société écran seraient des preuves irréfutables. Cependant, Didier ne savait pas qu'Amélie et mon équipe d'informaticiens de confiance avaient pris le contrôle du système la nuit précédente. Chaque tentative de suppression de données était bloquée et le système sauvegardait une copie de sauvegarde et m'envoyait une alerte. J'ai vu le désespoir sur le visage de Didier lorsque l'écran a affiché « Accès refusé » en lettres rouges. Il a frappé le clavier, s'est arraché les cheveux et a appelé quelqu'un au téléphone. J'ai mis mes écouteurs. J'ai activé le micro caché que j'avais installé sous le bureau de Thomas des mois auparavant, lorsque j'avais commencé à soupçonner son infidélité. La voix de Didier sonnait tremblante et effrayée. « Thomas, je suis perdu. Le système ne me laisse pas supprimer les données. On dirait que quelqu'un a verrouillé mon accès administrateur. Qu'est-ce que je fais? Si la police vérifie les livres, je suis fini. » De l'autre côté, la voix de Thomas a rugi comme une bête blessée. Inutile. Je t'avais dit de le faire discrètement. Maintenant, écoute-moi. Trouve un moyen de blâmer Clara. Falsifie des preuves.
crée de faux emails disant qu'elle souffrait de dépression sévère et voulait se suicider. Tu dois faire croire aux gens qu'elle était folle. Compris? Mais Thomas, elle vient de perdre son enfant. Faire ça serait très cruel, a protesté faiblement Didier. Thomas a éclaté d'un rire glacial qui m'a fait frissonner. La cruauté ou la prison? Choisis. Si tu ne le fais pas, je t'assure que tu finiras en prison à côté de Sarah. Bouge. L'appel s'est terminé, laissant un silence terrifiant. Didier s'est effondré sur sa chaise, se couvrant le visage de ses mains. Ses épaules tremblaient. J'ai enlevé les écouteurs, ressentant un mépris absolu. Même au dernier moment, Thomas ne montrait aucun remords. Il continuait d'essayer de piétiner la douleur des autres pour se sauver, voulant transformer Clara, la victime de sa trahison, en une folle suicidaire. La nouvelle que Thomas et Didier répandaient, la rumeur que Clara avait tenté de se suicider par dépression, s'est rapidement répandue dans l'entreprise et a bien sûr atteint les oreilles de maman Hélène. L'humble femme de la campagne qui avait passé sa vie à travailler la terre s'est transformée en une lionne défendant son petit. Elle a fait irruption dans le hall de l'entreprise à l'heure du déjeuner, quand il était plein de monde. Elle portait ses vêtements usés et ses vieilles baskets, mais son visage reflétait une fureur incontrôlable. Pleurant et criant d'une voix brisée par la douleur, elle a clamé: « Où est ce misérable directeur? Sortez d'ici. Vous avez trompé ma fille, ruiné sa vie, et maintenant vous l'accusez de vouloir se tuer. Dieu voit tout, et votre punition arrive. » Les gardes de sécurité ont essayé de l'arrêter, mais personne n'a osé être brutal avec une vieille femme souffrant comme ça. La foule s'est rassemblée, chuchotant et enregistrant avec leur téléphone. Thomas n'a eu d'autre choix que de sortir. Il est sorti de son ascenseur privé, fronçant les sourcils, tentant de maintenir un faux calme. Il s'est approché de maman Hélène et a dit d'une voix basse et menaçante: « Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Parlons dans mon bureau. Ne faites pas de scène ici. » Maman Hélène l'a regardé avec des yeux injectés de sang et l'a pointé du doigt. « Je ne vais nulle part. Quoi que vous ayez à dire, dites-le ici pour que tout le monde puisse entendre. Vous dites que ma fille voulait se tuer. Mon enfant aime la vie. Elle m'envoyait de l'argent pour réparer la maison. Pourquoi voudrait-elle mourir? C'est vous, hypocrite, qui l'avez conduite à ça. » Thomas a pâli et a fait signe à Didier d'apporter une enveloppe bombée. Il l'a fourrée dans la main de maman Hélène et a chuchoté: « Voici 5000 €. Prenez-les pour vos dépenses et ramenez-la au pays. Ne me rendez pas les choses plus difficiles. Je suis une victime ici aussi. » Depuis la mezzanine, j'ai été témoin de toute la scène, le cœur serré. 5000 €. Était-ce le prix de la dignité, de la santé et de l'avenir d'une jeune femme? Maman Hélène a ouvert l'enveloppe. En voyant les billets, elle a éclaté d'un rire amer et les a soudainement jetés au visage de Thomas. Les billets ont volé dans les airs comme des feuilles sèches. « Je suis pauvre, mais je ne vends pas le sang de ma fille », a-t-elle crié d'une plainte qui a fait taire tout le hall. « Votre argent est sale. Je vais vous dénoncer. Je vous dénoncerai jusqu'au bout, même si je dois vendre ma maison pour rendre son honneur à ma fille. » Thomas est resté paralysé sous le règne de l'argent, rouge d'humiliation et de rage. La foule a commencé à le pointer du doigt, lançant des regards de mépris. À ce moment, je savais que Thomas avait perdu. Il pouvait acheter beaucoup de choses avec de l'argent, mais pas la fierté d'une mère qui aime son enfant. L'image de ces billets tombants serait une tache indélébile sur sa vie. Après le scandale à l'entreprise, je suis rentré à la maison au crépuscule. L'énorme maison était sombre, froide comme une tombe. J'ai trouvé Thomas dans le salon, assis sur le canapé avec un verre de whisky à la main, fixant le vide. En me voyant arriver, il n'a pas levé la tête. « Tu es de retour », a-t-il dit d'une voix rauque. « Sacré spectacle aujourd'hui au bureau. Tu dois être satisfaite de me voir humiliée par une vieille paysanne devant tous les employés. » J'ai allumé la lumière. Son visage était décharné et pâle. J'ai laissé mon sac sur la table et j'ai répondu calmement: « Je ne suis pas satisfaite. Je suis triste. Triste que tu aies laissé les choses aller aussi loin. Pourquoi lui as-tu donné de l'argent? C'est comme admettre ta culpabilité. » Thomas a éclaté d'un rire amer et a bu son whisky d'un trait. « Qu'est-ce que tu en sais? Dans ce monde, ce qui ne se règle pas avec de l'argent se règle avec beaucoup d'argent. Cette vieille femme est stupide, c'est tout. » Il est allé à la cuisine et est revenu avec un verre de lait chaud. Il l'a posé devant moi, et sa voix est devenue étrangement douce. « Oublie le bureau.
Bois. Ça te fera du bien. J'ai remarqué que tu avais l'air très mince ces derniers temps. Je m'inquiète pour toi. C'est du lait importé. Très bon pour les femmes enceintes. Enfin, pour les femmes. Le mot enceinte m'a glacé le cœur. Me testait-il ou essayait-il de m'empoisonner à nouveau? J'ai regardé le verre de lait fumant comme si c'était une coupe de venin. Je l'ai pris, sentant la chaleur dans mes mains et je l'ai regardé droit dans les yeux. Thomas, tu te souviens des tripes l'autre jour? Tu as aussi dit qu'elles étaient pour prendre soin de moi et Clara a failli mourir. Ce verre de lait. Es-tu sûr qu'il n'y a que du lait? Son visage a changé. Le sourire a disparu. Il a reculé avec un regard vacillant. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu me soupçonnes? Je suis ton mari. J'ai souri amèrement, je me suis levé et j'ai marché avec le verre vers une plante en pot dans le coin de la pièce. Lentement, j'ai versé tout le lait dans la terre sous le regard stupéfait de Thomas. Je ne te soupçonne pas, ai-je dit d'une voix glaciale. J'ai juste peur que ça me tombe sur l'estomac aussi mal qu'à Clara. La plante a besoin de nutriments aussi. Voyons si elle est encore en vie demain. Le bruit du verre heurtant la table était sec et retentissant. Thomas m'a regardé. Dans ses yeux, il n'y avait plus de fausseté, mais une terreur pure. Il savait. Il savait que je savais tout. La comédie du mariage heureux était terminée. Ce serait la nuit la plus longue de nos vies, car à l'aube, la vraie tempête se déchaînerait et balayerait les restes de notre mariage pourri. Le lendemain matin, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude et je me suis habillé avec soin devant le miroir. Aujourd'hui n'était pas seulement une réunion d'actionnaires. C'était un enterrement. L'enterrement de mon mariage de 3 ans et l'adieu au traître de ma vie. En entrant dans l'entreprise, le silence était presque absolu. Tout le monde semblait sentir la tempête approcher. Je suis allé directement à la grande salle de réunion où les actionnaires et le conseil d'administration étaient déjà réunis. Thomas présidait la table. Son costume gris semblait trop grand pour lui, et des cernes trahissaient son anxiété, bien qu'il essaie de la cacher en tapotant rythmiquement un stylo sur la table. En me voyant entrer, son regard a brillé de suspicion, mais il a rapidement détourné les yeux. Il s'est éclairci la gorge et a fait signe à Didier de commencer la réunion. Le sujet principal était l'approbation d'un projet d'éco-resort, un projet que Thomas avait présenté comme une opportunité en or, mais que je savais être une couverture pour siphonner les fonds de l'entreprise vers ses sociétés écrans et vider les caisses avant notre divorce. Didier a présenté le projet d'une voix tremblante, transpirant malgré la climatisation. Les actionnaires chuchotaient. Certains fronçaient les sourcils devant les chiffres invraisemblables. Quand est venu le moment de voter, Thomas s'est levé, essayant de paraître ferme. Messieurs, c'est une opportunité unique. Je vous propose de faire confiance à la vision de ce conseil et d'approuver la résolution. Juste au moment où il allait lever la main pour voter, je me suis levé lentement. Le bruit de ma chaise raclant le sol a attiré l'attention de tous. J'ai regardé Thomas fixement et j'ai dit d'une voix calme mais glaciale, un instant, Monsieur le PDG, chers actionnaires. Avant de parler de la façon de dépenser l'argent de l'entreprise, je pense que nous devrions parler de l'intégrité morale et de la capacité juridique de la personne qui la gère. Thomas a frappé la table. Zoé, c'est une réunion stratégique, pas une cour de récréation pour étaler tes problèmes personnels. Je n'ai pas bronché. Thomas, avoir une liaison et un enfant hors mariage est une affaire personnelle, mais utiliser l'argent de l'entreprise pour entretenir ta maîtresse, créer des sociétés écrans pour blanchir des capitaux, et ce qui est le plus grave, acheter des substances illégales pour nuire à autrui. C'est une affaire juridique qui concerne la survie de cette entreprise. Les actionnaires présents ici ont le droit de savoir si leur argent est entre les mains d'un PDG ou d'un criminel présumé. La salle a éclaté en un murmure d'étonnement. Thomas, pâle, m'a pointé du doigt, tremblant, incapable d'articuler un mot. Avant qu'il ne puisse réagir, j'ai fait signe à Amélie de connecter mon ordinateur portable au projecteur. Le grand écran derrière Thomas s'est allumé. D'abord, les relevés bancaires montrant les virements sur les comptes de Clara et de la société de Didier. Des chiffres de centaines de milliers d'euros surlignés en rouge. Puis les captures d'écran des messages entre Thomas et Didier. Les actionnaires, même ceux qui le soutenaient auparavant, secouaient la tête avec des regards de déception et de colère. Ceci n'est qu'une preuve préliminaire de détournement de fonds, ai-je dit. Et le plus terrible est encore à venir. J'ai cliqué sur le fichier audio que Sarah m'avait donné. La salle est tombée dans un silence sépulcral.
La voix inimitable de Thomas a résonné, cruelle et froide. Je veux que ça ressemble à une fausse couche spontanée. Propre. Cette grossesse est un obstacle. Trouve-moi quelque chose de fort. Chaque mot était comme un écho de l'enfer. Certains actionnaires se sont couverts la bouche, horrifiés. Thomas, fou de rage, a essayé d'arracher le câble du projecteur, criant que c'était un coup monté. Éteignez ça. C'est faux. Cette femme a manipulé ma voix. Mais Amélie et 2 gardes de sécurité que j'avais préparés l'ont arrêté. Thomas se débattait, désespéré et pathétique. Il s'est tourné vers Didier, cherchant de l'aide, mais celui-ci s'était caché sous la table, tremblant. Je me suis approché de Thomas. Tu dis que c'est faux? Et qu'en est-il de l'analyse toxicologique du ragoût que tu as préparé de tes propres mains et de la déclaration de Sarah, ton ex que tu as utilisé pour obtenir le médicament? Personne ne t'a tendu de piège, Thomas. Ta propre cupidité et ta méchanceté ont creusé ta tombe. Je me suis tourné vers les actionnaires. Messieurs, j'ai toutes les preuves et les témoins. J'ai déjà envoyé des copies à la police. Je propose la révocation immédiate de Monsieur Thomas en tant que PDG pour faciliter l'enquête et protéger la réputation de cette entreprise. Un applaudissement timide a commencé et s'est rapidement transformé en une ovation. Thomas a glissé le long du mur jusqu'au sol, vaincu. Sa carrière, son honneur, tout s'était effondré en une seule matinée. Juste au moment où les applaudissements cessaient, les portes de la salle se sont ouvertes brusquement. 2 officiers de la police judiciaire sont entrés, suivis de Sarah, le visage caché derrière des lunettes de soleil, et de mon avocat. L'apparition de Sarah a été le coup de grâce. Thomas l'a regardé, incrédule. « Sarah, qu'est-ce que tu fais ici ?» Un officier s'est approché de Thomas et a dit d'une voix ferme, « Thomas Jenkins, vous êtes en état d'arrestation pour agression présumée et trafic de substances pharmaceutiques nocives. » Pendant ce temps, un autre officier se dirigeait vers Didier qui était recroquevillé dans un coin. En voyant la police, Didier a éclaté en sanglots, saisi de panique. « Je ne sais rien. C'est Thomas. Il m'a forcé à tout faire. À falsifier les papiers, à me débarrasser des preuves. Je ne faisais que suivre les ordres. Je vais tout avouer. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. » La trahison rapide et lâche de Didier a laissé Thomas stupéfait. « Toi, traître » a-t-il sifflé. Mais avant qu'il ne puisse en dire plus, le clic métallique des menottes a réduit ses mots au silence. Les mains qui avaient signé des contrats de plusieurs millions et caressé mes cheveux étaient maintenant piégées dans des anneaux de métal froid. En passant près de moi, Thomas s'est arrêté. « Zoé, depuis quand préparais-tu ça? Pourquoi as-tu été si cruel? » Nous étions mari et femme. Je l'ai regardé, ne ressentant rien d'autre qu'un vide immense. Je me suis approché et j'ai murmuré à son oreille, « Depuis que tu m'as apporté ce plat de tripes, depuis que tu as essayé de tuer notre enfant. » Moi? Cruel? Comparé à essayer d'empoisonner ta femme et ton enfant, t'envoyer en prison est pratiquement un acte de miséricorde. Adieu, ex-mari. Thomas a baissé la tête et a quitté la salle le dos voûté, seul et pathétique. La porte s'est fermée, mais l'écho de son arrestation est resté dans l'esprit de tous. Dans la salle d'interrogatoire froide du commissariat, Thomas, décharné et le costume froissé, a été confronté à des preuves irréfutables. Les déclarations de Sarah et Didier, les analyses toxicologiques et les enregistrements audio ne laissaient aucune place au doute. Il s'est effondré, admettant avoir acheté le médicament pour me faire du mal et conserver les biens. Cependant, il a insisté sur le fait que le cas de Clara était un accident, qu'il ne savait pas qu'elle était enceinte. « Je jure que je ne savais pas qu'elle était enceinte », a-t-il sangloté. Elle m'avait dit qu'elle prenait la pilule. C'était juste une aventure. Je ne suis pas assez stupide pour laisser cela avoir des conséquences. Si j'avais su, je l'aurais forcée à avorter bien plus tôt. Ces mots étaient si froids et cruels que même l'inspecteur a froncé les sourcils. Pour Thomas, la vie d'un enfant n'était rien de plus qu'un problème à éliminer. L'inspecteur a fait glisser un rapport sur la table. Vous dites que vous ne saviez pas, mais la science ne ment pas. Voici le résultat de l'analyse du fœtus. Il confirme à 99,99% qu'il s'agissait de votre fils biologique. Et au fait, c'était un garçon. Thomas a saisi le papier, tremblant, ses yeux fixés sur les mots « paternité confirmée ». Un garçon. C'était un garçon, a-t-il murmuré avant de se cogner la tête contre la table et de pousser un cri de douleur animale.
Il pleurait, mais non par regret, mais pour la perte de l'héritier mâle qu'il désirait tant. Sa famille avait toujours méprisé les femmes, et l'une des raisons pour lesquelles il me détestait était parce qu'il supposait que mon bébé serait une fille. Derrière le miroir sans teint, j'ai tout regardé, ressentant un frisson. Même au plus bas de sa forme, il ne pensait qu'à lui-même et à ses idées arriérées. La vie humaine, même son propre sang, ne signifiait rien pour lui. Heureusement, ce pauvre enfant n'a pas eu à naître pour appeler un homme comme lui le père. Je me suis retourné et je suis parti, remerciant le ciel d'avoir protégé ma fille. Clara est sortie de l'hôpital une semaine plus tard. Les médecins lui ont dit qu'elle avait sauvé sa vie, mais qu'elle ne pourrait jamais être mère. Comme son appartement de luxe était sous-scellé pour l'enquête, maman Hélène a dû l'emmener dans une chambre de location humide et étroite en banlieue. Avant leur retour à la campagne, je suis allé leur rendre visite. L'odeur de moisi m'a frappé à la porte. Dans la minuscule pièce, Clara était assise dans un coin, les cheveux en désordre et les yeux vides, une ombre de la femme élégante qu'elle était. Maman Hélène emballait de vieux vêtements dans un sac en toile. En me voyant, elle a essuyé ses larmes. « Madame Zoé, nous partons. Nous ne voulons plus vous déranger. Ma fille sait qu'elle a mal agi. » J'ai regardé cette femme courbée par le poids de la vie et j'ai ressenti une profonde pitié, une vie de sacrifice pour que sa fille réussisse. Et la seule chose qu'elle a reçue en retour était une fille brisée physiquement et spirituellement. J'ai laissé une épaisse enveloppe sur une table en plastique. Maman Hélène a refusé de la prendre. « Non, s'il vous plaît. Le fait que vous ne l'ayez pas dénoncé est déjà une bénédiction. Cet argent pèse trop lourd. » J'ai pris ses mains et je l'ai mise dans sa paume. « Prenez-le, s'il vous plaît. Ce n'est pas la charité. C'est son dernier salaire, plus une aide pour le voyage et les médicaments. Prenez soin d'elle. Encouragez-la à recommencer. Elle a déjà payé un prix très élevé pour son erreur. » Maman Hélène a éclaté en sanglots. « Quel misérable je suis. Pourquoi ma fille a-t-elle eu une si mauvaise chance? Elle s'est laissée berner par un homme marié, et maintenant elle est détruite. Comment vais-je regarder les voisins en face? » Clara a également commencé à sangloter dans son coin sans oser me regarder. Le regret et la honte la consumaient. « Clara, ai-je dit d'une voix sérieuse mais calme, tu as perdu un enfant, et la capacité d'être mère est la plus grande douleur pour une femme. Mais que cela te serve de leçon. Ne construis jamais ton bonheur sur la douleur des autres. Et ne crois jamais que la beauté peut acheter un bonheur durable. Vis avec dignité pour honorer ta mère. Ne la laisse plus pleurer pour toi. » Un taxi les attendait. Maman Hélène a aidé Clara à sortir. Clara a regardé la ville une dernière fois avec des yeux pleins de larmes. L'endroit qui était autrefois sa terre promise était maintenant le théâtre de son pire cauchemar. Je les ai regardés s'éloigner, espérant que la paix de la campagne guérirait ses blessures, même si je savais que les cicatrices resteraient pour toujours. Après l'arrestation de Thomas, l'entreprise a été plongée dans le chaos, les employés étaient désorientés, les partenaires méfiants et les actions en chute libre. En tant qu'actionnaire majoritaire et détentrice de preuves clés, le conseil d'administration m'a élu PDG par intérim. Ma première mesure a été de licencier toute l'équipe de confiance de Thomas et Didier. Je voulais nettoyer l'entreprise de la corruption et la diriger avec transparence et honnêteté. J'ai organisé une conférence de presse, je me suis excusé publiquement et je me suis engagé à redresser l'entreprise. Ma sincérité et ma détermination ont réussi à restaurer une partie de la confiance du marché. En voyant les graphiques financiers commencer à se redresser, j'ai soupiré de soulagement et j'ai murmuré à mon bébé, « Nous l'avons fait, mon cœur. L'héritage de ton grand-père est en sécurité. » Mais le calme n'a pas duré longtemps. Cet après-midi-là, ma belle-mère, Madame Béatrice, a fait irruption dans mon bureau, furieuse, vêtue de soie et de bijoux. Son visage était rouge de colère. « Vipère, femme maléfique. Tu as mis mon fils en prison pour tout garder. Mon fils est un homme bon. Il est incapable de tuer qui que ce soit. Tu lui as tendu un piège. » Calmement, j'ai demandé à ma secrétaire de sortir et de fermer la porte. J'ai regardé la femme que j'appelais autrefois mère, maintenant transformée en une belle-mère aveugle et cruelle. Je lui ai offert un verre d'eau. « Calmez-vous. Vous dites que votre fils est un homme bon, assez bon pour acheter du poison pour tuer son propre petit enfant? » Madame Béatrice est restée sans voix, mais a insisté, « Ne le calomniez pas. Il ne savait pas que l'autre était enceinte. C'était une erreur. Les hommes sont comme ça.
En tant que sa femme, vous auriez dû être plus compréhensive, pas le mettre en prison. Vous n'avez pas de cœur. Son impudence m'a submergé. J'ai attrapé ma tablette et je lui ai montré la vidéo de l'aveu de Thomas et les enregistrements avec Sarah. J'ai appuyé sur lecture. La voix de son fils a résonné, claire et cruelle. Je veux que ça ressemble à une fausse couche spontanée. Cette grossesse est un obstacle. En écoutant, le visage de Madame Béatrice s'est décomposé. Elle a vu son fils parfait se révéler être un monstre. Quand la vidéo s'est terminée, elle s'est effondrée sur le canapé, tremblante. Elle ne pouvait pas croire que le fils dont elle se vantait tant était capable d'une telle atrocité. Vous voyez maintenant, ai-je dit, la voix plus douce mais ferme. Ce ragoût était pour moi. Si je l'avais mangé, le petit enfant que je porte dans mon ventre ne serait plus là. Non seulement il a voulu tuer l'enfant de sa secrétaire, mais aussi le nôtre. Votre petit enfant. Voulez-vous toujours le défendre? Madame Béatrice a regardé mon ventre puis moi. La vérité était trop brutale. Elle s'est couvert la bouche et a éclaté en sanglots, un cri de honte et de regret. Elle s'est levée en titubant et est partie sans oser me regarder. J'ai vu son dos voûté et j'ai eu pitié. Elle était aussi une mère, mais son amour aveugle et son éducation mal avisée avaient contribué à cette tragédie. Une semaine plus tard, j'ai reçu une convocation de mon avocat pour rendre visite à Thomas en détention préventive et finaliser le divorce. Avec l'assignation en main, j'ai franchi les portes froides de la prison. L'air sentait le renfermé et l'humidité. On m'a conduite au parloir et je me suis assise devant une vitre épaisse. Peu de temps après, ils ont amené Thomas. Je l'ai à peine reconnu. En quelques semaines seulement, il avait vieilli de 10 ans. Tête rasée, visage creusé, barbe négligée. Ses yeux, autrefois brillants, étaient maintenant ternes et pleins de peur. Il portait un uniforme de prisonnier trop grand. En me voyant, une lueur d'espoir a brillé dans son regard. Il s'est penché vers l'interphone d'une voix tremblante. « Zoé, tu es venue me voir? Je savais que tu m'aimais encore. Retire les charges, s'il te plaît. J'ai fait une erreur. Je jure que je changerai. Pense à nos 3 années ensemble. Pense à notre enfant. Un garçon a besoin de son père. » Je l'ai regardé le cœur calme. Ses supplications, qui m'auraient autrefois ému, me semblaient maintenant ridicules. Il utilisait notre fils comme bouclier. Le même fils qu'il avait essayé de tuer. J'ai fait glisser les papiers du divorce et un stylo par la fente. Signe. L'amour a pris fin le jour où tu as essayé de m'empoisonner. Et mon fils n'a pas besoin d'un père qui a essayé de tuer sa mère. Tu ne mérites pas d'être père. Thomas a saisi le papier en tremblant. Il a regardé les mots au décret des divorces et des larmes sont tombées sur la feuille. Zoé, s'il te plaît. Je ne veux pas tout perdre. Je recommencerai à zéro. Je me rattraperai auprès de toi. Ne sois pas si cruel. Je l'ai interrompu d'une voix ferme. Arrête de jouer la comédie. Tu ne pleures pas par regret, mais pour la vie de luxe que tu as perdue. Signe maintenant ou je devrais utiliser les preuves de détournement de fonds. Alors ce ne sera pas 12 ans, mais 20. En entendant cela, il a arrêté de pleurer. Il savait que je ne plaisantais pas. Il a saisi le stylo et a signé d'une écriture tremblante et tordue, comme sa propre vie. J'ai ramassé le papier. Notre mariage s'était terminé par une signature dans un parloir froid. Je me suis levé. Réhabilite-toi. J'espère que quand tu sortiras, tu apprendras à être une personne décente. Adieu pour toujours. Je me suis retourné, laissant derrière moi ces cris faibles et désespérés. La porte de fer s'est fermée avec un bruit sourd, séparant 2 mondes, 2 destins. Je suis sorti au soleil, aveuglant et brillant. Enfin, j'étais libre. Le procès a été rapide grâce aux preuves solides. Sarah, en tant que témoin coopérant, a reçu une peine de 2 ans de prison avec sursis, mais le prix était élevé. Sa licence de pharmacienne a été révoquée à vie et elle a été licenciée de son travail. D'une vie de succès et de luxe, elle est passée au chômage et à la honte. Elle a dû vendre son appartement et sa voiture pour payer les amendes. Un soir, j'ai reçu un long message de sa part, plein d'excuses et de lamentations. Je l'ai lu sans émotion et je l'ai supprimé. Son regret ne signifiait rien pour moi. J'ai choisi de l'oublier comme un grain de poussière qui irrite l'œil puis disparaît. Ma belle-mère, Madame Béatrice, n'a pas abandonné.
Elle a commencé à me calomnier, disant que j'étais une harpie qui avait tout volé à son fils. Je l'ai ignoré. Un jour, son avocat est venu chez moi pour exiger la moitié de mes biens. Je lui ai calmement rappelé le contrat de mariage que Thomas avait signé et les preuves de son détournement de fonds. Je l'ai prévenu que s'il continuait à me harceler, je porterais plainte pour diffamation. L'avocat est reparti la queue entre les jambes. 6 mois plus tard, par une nuit de pluie torrentielle, j'ai commencé le travail. À l'hôpital, tandis que la douleur me déchirait, je me suis souvenu de 7 autres jours dans ce même couloir. Ce jour-là était celui de la terreur et de la mort. Aujourd'hui était celui de l'espoir et de la vie. Après un accouchement difficile, le cri de mon bébé a rempli la pièce. Félicitations, c'est une fille, 3,2 kilos. Et elle est magnifique, a dit la sage-femme. Ils l'ont mise sur ma poitrine. Des larmes de bonheur ont coulé de mes yeux. Ma fille était là, saine et sauve. Je l'ai nommée Sérénité, un nom simple qui renfermait tous mes vœux pour elle. Une vie de paix. Une pensée m'a fait frissonner. Si ce matin-là il n'y avait pas eu les nausées, ce moment sacré n'aurait jamais existé. Le destin, parfois cruel, parfois miraculeux, avait pris une vie pour en sauver une autre. Le jour du verdict, je ne suis pas allé au tribunal. J'ai regardé les nouvelles à la maison avec sérénité dans mes bras. Thomas a été condamné à 12 ans de prison. À l'écran, il ressemblait à un homme brisé. Je n'ai rien ressenti en le voyant. Ni joie, ni pitié, juste un immense soulagement. Mon passé s'est refermé avec le marteau du juge. 2 ans plus tard, l'entreprise sous ma direction était florissante. J'étais dans mon bureau au 20e étage, contemplant la ville. Sérénité, transformée en une tornade de 2 ans, a couru dans mes bras. Elle était mon moteur, le remède à toutes mes blessures. Mon téléphone a sonné. C'était un message de Cédric, un partenaire commercial gentil et respectueux qui connaissait mon histoire. Salut, Zoé. C'est Cédric. Toi et Sérénité, ça vous dit une excursion ce week-end? Je connais un endroit magnifique à la campagne. J'ai lu le message et j'ai souri. J'ai regardé ma fille jouer joyeusement. Le bonheur n'est pas une destination, mais un voyage. J'avais souffert, mais je n'avais pas fermé mon cœur pour autant. J'ai répondu, merci, Cédric. Nous adorerions. J'ai envoyé le message et j'ai serré Sérénité dans mes bras. Le ciel était d'un bleu intense, sans nuages. Le passé s'était dissipé, laissant place à la lumière chaude du présent. Après la tempête, le soleil revient toujours. Avez-vous aimé l'histoire? De quelle ville l'écoutez-vous? Merci beaucoup pour votre précieux soutien. J'attends avec impatience vos commentaires sur cette histoire. À l'écran, vous pouvez voir 2 nouvelles histoires de vie que je vous recommande vivement. Il y en a beaucoup d'autres sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine histoire de vie. Avec amour et respect.